Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la KBR, la Bibliothèque Royale de Belgique, où nous tournons cette vidéo pour la Foire du Livre. Merci à eux de nous accueillir. Alors on aurait évidemment aimé tous vous retrouver physiquement dans les allées de la Foire, mais la pandémie en a décidé autrement. Si on ne peut pas vous accueillir, la Foire propose des rencontres en ligne, en vidéo. On ne va évidemment pas s'arrêter de parler de littérature, même s'il sera ici plus précisément question de romans noirs. J'ai en effet à mes côtés deux auteurs de polar qui abordent dans leur texte une nature dans laquelle l'animal le plus sauvage pourrait bien être l'homme. On va en parler ensemble plus en détail avec de ces relations hommes-animaux. Sonia Delzongle, bonjour. Bonjour. Vous êtes une autrice française, née d'une mère serbe et d'un père français, diplômée des Beaux-Arts. Vous avez été artiste, puis journaliste, avant de vous consacrer entièrement à la littérature, et plus particulièrement au polar. Vous venez d'ailleurs de publier Le Dernier Chant chez De Noël, un roman sur un mâle qui provoquerait une dépression subite, puis la mort des animaux. Des centaines d'animaux succombent, en effet un peu partout à travers la planète, à ce mâle d'origine inconnue. C'est Shan, une chercheuse de Grenoble, qui va mener l'enquête, essayer de percer ce mystère, d'abord toute seule, puis en équipe. Alors je n'ai pas pris avec moi tous vos romans, vous en avez écrit plusieurs, mais j'ai tout de même un roman qui date de 2018, qui a été publié chez De Noël, puis en poche chez Folio, policier. C'est Boréal. Il était question déjà de nature et d'un monde à l'agonie. Un superbe ours polaire, vous pouvez peut-être le voir sur la couverture, semblait tenir son rôle de sentinelle. Alors c'est un autre ours qui orne la couverture de votre dernier roman, Nan au Rousseau, Grizzly. C'est d'ailleurs le titre de ce roman noir, publié chez Buchet-Chastel. C'est l'histoire d'une rencontre fatale entre un grizzly et le riche client d'un guide de montagne, Dan. Le client ne survit pas à cette rencontre, mais ce dessin ne fait pas les affaires de Dan, qui décide de cacher la vérité sur cette mort pour pas que son activité de guide en pâtisse. Alors évidemment, cela va entraîner de nombreuses répercussions fâcheuses, évidemment. Nan Rousseau, vous êtes... bonjour déjà. Vous êtes un écrivain français. Vous avez connu la prison très jeune, et c'est en prison que vous avez découvert l'écriture. Vous publiez votre premier roman quelques années plus tard, notamment après quelques échanges avec Jean-Patrick Manchette, qui était votre client, puisqu'en sortant de prison, vous êtes devenu plombier, puis écrivain et réalisateur. Et entre deux courts-métrages, vous avez écrit de nombreux polars, de nombreux romans avec un goût pour le noir, pour le polar, comme ce Grizzly dont nous allons parler ensemble. Moi, je suis Pierre Croze de Babelio. Babelio, c'est un réseau social de lecteurs. Vous pouvez ajouter vos critiques des dernières parutions ou de vos coups de cœur en littérature. J'ai quelques questions pour vous deux. Il y a en effet un point commun dans vos deux romans, outre que ce sont des romans noirs, c'est que les animaux y ont presque les premiers rôles, ou du moins lancent-ils l'action. Ils sont présents d'ailleurs dès la couverture. Nan Rousseau, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter l'animal, le grizzly, qui introduit l'histoire ? Écoutez, c'est une ours, hein, c'est une femelle grizzly. Alors, je l'ai intitulé Grizzly parce que comme ça situe tout de suite le roman où il se passe, hein, dans les Rocheuses, parce qu'il y en a pas ailleurs. Peut-être ailleurs, mais en tout cas, il y en a beaucoup là-bas. Et donc, cet ours qui est nommé Big Ma Thornton, comme la chanteuse de blues que j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup Big Ma Thornton parce que elle chantait dans les prisons. Vous voyez, ça fait des années hein, que je suis pas retourné en prison. J'y ai passé ma jeunesse et puis après j'ai fait tout à fait autre chose. Mais voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé Big Ma Thornton, cet ours. J'ai mis une attaque d'ours dès le départ parce que j'ai été très frappé par le film L'ours de Jean-Jacques Hano, pas le film lui-même que je trouve pas extraordinaire, mais parce qu'il est arrivé à Jean-Jacques Hano. Vous savez que sur le tournage, le dresseur lui avait dit, surtout Jean-Jacques, ne vous approchez pas de l'ours, c'est très dangereux, je trouve que vous vous approchez trop et vous risquez un accident. Et effectivement, il y a eu un accident, c'est-à-dire que l'ours l'a attaqué. Donc le guide lui avait dit, enfin le dresseur plutôt lui avait dit, surtout s'il vous attaque, faites le mort. Et donc Jean-Jacques Hano a fait le mort, mais il a eu quand même de sérieuses blessures, dont les fesses déchirées. Donc ça m'a toujours frappé. Et ça fait longtemps que je voulais commencer un livre par une attaque d'ours. Voilà, parce que je trouve que les gens se comportent avec les animaux sauvages comme des imbéciles la plupart du temps. J'ai vu beaucoup de reportages aussi sur des gens tués, hein, par les ours, parce qu'ils s'en approchent trop et ils sont pas conscients que la bête lui veut pas de mal, mais c'est l'instinct de poursuite.
dès qu'il y a quelque chose d'étranger dans leur environnement, elles attaquent, quoi. Voilà. Donc, Très bien. c'est pour ça que j'ai commencé le livre comme ça, voilà. Alors, l'ombre d'un ours, il y en avait un dans Boréal, alors dès la couverture. Une question pour vous et pour tous les deux, peut-être. L'ours, c'est un animal qui a derrière lui tout un imaginaire, une image. C'est une divinité pendant longtemps, on la craint. L'ours, il y a cette ombre de l'ours qui plane dans le roman Boréal. Cette figure vous intéressait aussi, Sonia? Complètement, parce que déjà, elle est très représentative de cette partie de la planète, qui est l'Arctique. L'ours polaire, notamment, est l'un des plus grands prédateurs terrestres, hein, je veux dire des plus féroces. Je ne connais pas très bien, je ne suis pas une spécialiste des plantigrades, mais il me semble que l'ours blanc est plus redoutable encore que le grizzly. Vraiment, donc il y a cette puissance en lui que j'ai voulu rendre dans ce livre. Évidemment, l'instinct, qui est très important aussi dans Boréal, l'instinct aussi bien animal que finalement de prédation chez les humains. Parce qu'on parle de prédation animale avant tout, mais je pense que, comme l'a dit Nan, l'être humain n'est pas en reste d'exercer sous toutes ses formes des prédations, à commencer par la chasse. Alors, il y a en plus, ce que j'ai voulu rendre aussi, la chasse n'est pas un mot dans lequel on fourre un peu tout. Il y a plusieurs types de chasse. Et j'accepte, on va dire, celui des Inuits, celui des communautés, je veux dire des peuples comme ça, parce que il y a un respect immense pour l'animal. Et donc, quand il tue un animal, il le remercie, il lui demande pardon. Je doute que les chasseurs, nos chasseurs, fassent ça. Donc, l'ours a également, comme vous venez de dire, une image déjà de divinité, mais de redoutable aussi prédateur. Mais il y a une dichotomie, c'est que c'est un nounours aussi. C'est le nounours qui nous accompagne, moi personnellement, qui m'a accompagné durant mon enfance. Et cet ours qui est beaucoup plus féroce, évidemment, dans la nature et qui se défend, qui va défendre ses petits, qui va défendre son territoire. Moi, je l'avais déjà enfant alors bon, une petite anecdote, en peluche. Mon ours blanc Kim. Mais c'est pas du tout étranger parce que Boréal est le livre que j'avais en moi depuis toujours. Alors ça doit vous parler, Nan, ce que vient de dire Sonia, sur l'imaginaire. Vous aussi, au-delà de l'ours qui est réel dans votre roman, son imaginaire vous intéressait aussi? L'imaginaire par rapport à l'ours? Oui, son côté, il a été craint, il a été divinisé, il a toute une figure derrière lui, au-delà de l'animal. Oui, mais je me pose pas ce genre de questions. Je suis un écrivain, je pense, plutôt visuel. Et ce qui m'intéressait, c'était qu'il y ait une attaque sauvage dans les montagnes lors d'un raid photographique, hein, un safari photo. Et l'aspect symbolique, l'aspect tout ça, bien sûr, j'ai lu beaucoup là-dessus et tout, mais je le mets pas devant dans un livre, dans un roman, dans un polar surtout, où on doit rester vraiment au premier degré, d'après moi. Et tous les degrés secondaires, toute la symbolique, toute la mystique par rapport à tout ça, pour moi, doit être enfoui très très profondément. Le lecteur doit pas le sentir. Il doit juste assister à une attaque sauvage avec un homme qui morfle parce qu'il a fait une bêtise. Et voilà, ça, c'est plutôt sur la bêtise humaine, moi, que je travaille. Et donc toute la mythologie, tout ça sur l'ours, etc. Je n'en parle pas dans le livre et c'est pas ce qui m'a motivé pour cette attaque du départ. On va en parler évidemment de la bêtise humaine, mais je vous en prie, Sonia, si vous voulez rebondir, bien sûr. Une toute petite intervention. J'écoute Nan et puis effectivement, je le rejoins. En revanche, en littérature, hein, la littérature, c'est une liberté.
Donc il y a beaucoup, le verbe doit revenait beaucoup dans les propos de Nan, et là je ne suis pas d'accord, parce que le lecteur ne doit pas, un auteur ne doit pas, il fait comme il l'entend, et le lecteur fait comme il l'entend aussi. Donc si Nan choisit effectivement de prendre l'ours visuellement et puis dans son instinct et dans l'attaque, bien sûr c'est fort, mais non, je vois pas pourquoi la mystique doit être enfouie dans un polar. Justement, le polar permet de traiter beaucoup de choses, y compris des choses peut-être un peu moins visuelles, des choses qui sont en effet enfouies, mais qui vont ressurgir. Et c'est là toute la richesse du polar et du thriller, puisque moi je suis plutôt dans le thriller. C'est deux visions du polar, et c'est deux polars très différents d'ailleurs l'un à l'autre, un roman noir d'ailleurs et un thriller peut-être plus. Oui. On va en parler, mais si vous souhaitez rebondir, Nan, n'hésitez pas. Et tout au long de la rencontre, évidemment, n'hésitez pas à rebondir sur les propos de l'autre. Alors justement, peut-être Nan, pour rebondir sur ce que vous dites, on va évidemment parler de l'humain, mais pour rester encore quelques secondes sur la rencontre entre l'ours et l'homme, l'ours, le grizzly, occupe toute la couverture de votre livre, il est au cœur de l'intrigue, et pourtant, effectivement, un peu comme vous le disiez, l'ours est déjà parti quand le récit commence. C'est le sillage de sa rencontre avec l'homme qui vous intéressait ? Oui, bien sûr, oui. C'est l'histoire de cet homme et comment tout va mal finir, quoi. C'est-à-dire que tout va très bien, il a réussi à installer sa vie comme il le voulait un peu, à travers d'énormes difficultés, et puis bien sûr le polar. Alors ce que dit madame, moi ça m'intéresse pas parce que je fais ce que je veux déjà depuis très longtemps. Donc je trouve que de m'attaquer sur je dois, je trouve pas ça très bien. Je fais ce que je veux, j'écris comme je veux. Si je veux inclure ma mythologie et mes symboles au fond de mon récit, je le fais. C'est ce que faisaient tous les écrivains de polar, notamment David Goudis, que je respecte beaucoup. C'est-à-dire que je n'aime pas qu'on sente les ressorts sur le canapé. Voilà, hein. C'est ce que disait aussi Céline, c'est-à-dire que le lecteur est comme un voyageur sur un paquebot et il ne doit pas s'occuper de la salle des machines. Donc pour moi, tout ce qui est mythologie symbolique, etc., c'est la salle des machines, ça ne regarde pas le lecteur. Dans le polar, je dis bien, quand je prends un style tel que le polar, d'ailleurs mon livre est en référence à tous les polars des années 50 et à tous ces auteurs qui ne s'occupait pas de ces choses-là. Même s'il y avait des symboles, c'était au lecteur de le sentir, de le chercher peut-être. D'ailleurs, on en a glosé pendant des années sur ce que contenait le polar, notamment la tragédie grecque. Voilà, mais ça doit pas apparaître du tout pour moi. Mais maintenant, je fais ce que je veux et madame a fait ce qu'elle veut. Si elle veut mettre des symboles devant, elle les met. Moi, je ne les mets pas. Je ne mets pas de mythologie en premier lieu. J'ai écrit un polar, c'est un polar simple, en hommage à tous les romans noirs des années 50. J'espère que ça se remarque, notamment sur la femme fatale. Eh bien, on est tout à fait d'accord, Nan. C'est exactement ce que je venais de dire. La liberté est justement, chacun a sa liberté, et ce n'était pas du tout une attaque. Et je n'ai en tout cas pas eu le ton péremptoire que vous venez de prendre. Voilà. Donc. Oui, on va pas se disputer. Non, on est là pour discuter. Non, mais justement, je dis, c'est exactement ce que je disais, donc on est d'accord finalement. Non, voilà. On va parler évidemment de vos visions aussi, qui peuvent être très différentes du polar. Et heureusement, bien sûr. C'est ce qui fait la richesse aussi. Justement, des romans noirs, c'est qu'il y a énormément de visions très différentes et d'intentions qui sont évidemment différentes. Alors Sonia, on a un peu parlé de Borel, on peut évidemment parler de votre dernier roman, qui est Le Dernier Chant. Alors ce n'est pas un ours, c'est une baleine que l'on aperçoit sur la couverture. On se doute qu'elle est mal en point. Le titre de votre roman, c'est Le Dernier Chant. Il est question dans votre roman, je le disais en intro, d'un mal qui touche les animaux. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à imaginer des centaines d'animaux mourir subitement ? Alors, il y a déjà une idée avant celle-ci. C'est-à-dire qu'en amont, une fois, pareil, je reviens à l'anecdote, j'étais chez une amie et il y a son petit chat qui était à moitié pelé. Il avait perdu ses poils, mais pas du tout à cause de maladie, mais il y avait quelque chose. Et je l'ai trouvé un peu prostré, et tout d'un coup,
là, on ne peut pas expliquer l'inspiration vraiment, pourquoi ça vient à ce moment-là, pourquoi c'est à partir de quelque chose, comme ça, un détail ou un flash. En tout cas, cet animal a été le déclic par rapport à cette histoire de prostration, de dépression étrange, un état dans lequel, justement, un état qui se propageait, une sorte de contagion justement qui se propageait parmi d'abord les espèces sauvages, ensuite les espèces domestiques. Et voilà, je suis partie de là. Après, il y a ce qui va recouper ce début de roman. Évidemment, après, le thème central de ce livre, hein, c'est le bruit, le son. Et ça a fait déjà l'objet d'une nouvelle que j'avais écrite dans le cadre d'un recueil collectif, Écoutez le noir, paru chez Belfond et Pocket. Et donc, ma nouvelle portait sur ce qu'on appelle le hum, H-U-M, qui veut dire bruit, justement, en anglais, voilà. Et le hum est parti d'une ville du Nouveau-Mexique. C'est quelque chose qu'on ne s'explique absolument pas. Certaines personnes l'entendent, d'autres ne vont pas l'entendre. Donc pour moi, ça a fait l'objet de toute une réflexion. Alors déjà, la nouvelle, je l'ai un peu concentrée, évidemment, cette thématique. Et j'ai dit tout de suite, ça donnera un roman, inévitablement, parce que c'est un sujet très vaste qui n'a pas... Je suis loin d'avoir tout lu, évidemment, en polar et en thriller, mais je n'ai en tout cas jamais croisé cette notion de son, justement le son qui est un domaine très vaste, qui a été utilisé aussi dans les expérimentations militaires, scientifiques aussi. J'ai eu, je parle de bioacousticien. Bientôt, je vais avoir une intervention, justement une présentation de mon livre avec Olivier Adam, qui est un des plus grands spécialistes du chant des baleines aussi. Donc, enfin voilà, il y avait cette thématique. Et tout ça, ça a été un petit chat qui l'a déclenché. Et alors, vous parlez du bruit, c'est un bruit qui relie humains et animaux. Dans votre roman, c'est difficile d'en parler, évidemment, sans trop dévoiler de choses du roman, parce que c'est une partie de l'intrigue est basée là-dessus. Mais il y avait l'idée de relier, d'une manière ou d'une autre, les humains et les animaux. Oui, tout à fait. Parce que on l'oublie, j'ai l'impression, de plus en plus, mais les humains et les animaux sont connectés, sont reliés. C'est-à-dire que l'humain est de plus en plus dénaturé, il s'éloigne de plus en plus de, on va dire, sa condition d'animal même. Donc, j'ai voulu, dans ce livre, traiter de ce lien très fort en donnant un rôle de sentinelle aux animaux, justement, d'alerte, on va dire, des lanceurs d'alerte en quelque sorte, malgré eux. Alors, Nan, on parle d'animaux, on va aussi parler de nature. La nature, elle est omniprésente dans votre roman. C'est une force contre laquelle on peut difficilement lutter. Le roman se déroule en haute montagne, dans les Rocheuses, alors qu'une tempête se prépare. Pourquoi avoir choisi ce cadre-là de la tempête, de la montagne, des éléments déchaînés ? Déjà, je voulais m'attaquer au huis clos. C'est la base de ce roman, c'est un huis clos. Et le huis clos, c'est quelque chose de vraiment très difficile. C'est très casse-gueule, c'est comme d'attaquer une montagne par la face nord en plein hiver. C'est-à-dire on peut se retrouver bloqué, c'est vraiment très 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 délicat à traiter. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans sur le pattern, sur le canevas, parce que c'est bourré de pièges, le huis clos. Il y en a eu beaucoup qui ont été faits, qui sont très 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 réussis. Et c'est très très difficile d'échapper aux clichés, aux stéréotypes. Donc j'ai travaillé 4 ans sur le pattern. Pour arriver à... C'est un travail de funambule, hein, pour poser mon histoire, pour poser mon canevas, pour poser mes personnages, pour installer tout ça. Et le huis clos, il faut obligatoirement que l'environnement soit hostile pour qu'ils ne puissent pas sortir les gens. Hein. Donc, comme je prépare depuis plusieurs années un voyage sur les traces de Jack London pour arriver jusqu'au Klondike, j'aime beaucoup Jack London. Et j'ai une documentation énorme sur tout ce parcours qu'il a fait de Californie au Klondike. Et donc je connais bien cette région théoriquement, hein, j'y ai mis les pieds. Mais pour moi, un écrivain peut rester dans sa chambre
Hein. Il n'a pas besoin de voyager pour écrire des livres. Comment Ray Bradbury a écrit les Chroniques martiennes et il n'a pas été sur Mars. Hein. Donc voilà, je voulais faire le huis clos. Le huis clos, c'est quelque chose pour le roman noir qui est parfait parce que c'est une oppression terrible. Les gens sont enfermés, c'est un peu le confinement en quelque part, mais un confinement bien plus terrible, entre 3 hommes et une femme. Voilà. Alors j'ai voulu traiter aussi la femme flic puisque les télévisions nous la servent en stéréotype à la louche. Genre, bonsoir, la police vous parle tous les soirs. Et j'ai voulu détourner, bien sûr, l'image de la femme flic. Donc, utiliser aussi l'image de la femme fatale du roman noir des années 50, en le détournant et en donnant ma version. Voilà, ce sont des choses comme ça qui me motivent pour écrire. Mais là, je voulais vraiment m'attaquer au huis clos parce que j'aime pas écrire un roman pour écrire un roman. Ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas envie d'écrire. Je déteste écrire, moi j'aime pas ça, mais bon, il faut bien vivre. Et voilà, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire maintenant. J'en ai fait déjà une douzaine. Et le huis clos, j'avais jamais fait. Et parce que c'est pas de la rigolade, hein, c'est pas n'importe quoi. Il faut vraiment faire quelque chose, je trouve, de un peu plus. Je dis pas que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, mais un peu plus que ce qui a été fait, ou du moins qui ne ressemble pas. Et donc, je vous dis, c'est un travail de funambule. Voilà, j'ai travaillé 4 ans sur le pattern. Je vais revenir évidemment sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur que vous n'aimez pas écrire. Je reviendrai peut-être quelques secondes dessus. Mais j'aimerais rester pour l'instant sur la nature. Déjà, Sonia, vous acquiesciez quand vous disiez, Nan, que l'écrivain n'est pas obligé de sortir de sa chambre pour parler de lieux. Vous, pourtant, on voyage dans vos romans. On voyage énormément. L'Arctique est là dans plusieurs endroits du monde. La nature, c'est quelque chose qui est au cœur de vos préoccupations, avant de parler de voyage même, peut-être? Oui. Je dirais presque malgré moi, même si, par exemple, pour un roman, je décide, je vais dire non, je vais quand même me sortir un petit peu de mes manies, de mes thèmes récurrents, mais non, je n'y arrive pas en fait, et je reviens toujours au cœur de la nature. Alors effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit aussi par rapport au fait qu'un écrivain, c'est ce qui caractérise aussi un écrivain, n'est pas obligé de voyager. Je suis allée dans certains des pays dans lesquels j'ai situé mes histoires, mais Boréal, par exemple, moi je suis jamais allée en Arctique, je suis jamais allée au Groenland, et justement il y a des personnes qui me disent mais voilà, on dirait que vous êtes allé au Groenland. Bon, non, effectivement, Jack London, lui, oui, il a fait des périples. Alexandra David-Néel aussi, que j'ai longtemps admiré aussi. Mais voilà, moi, je peux très bien écrire en restant dans ma chambre. Pour le huis clos aussi, j'ai acquiescé parce que je suis une fan, une adepte du huis clos, aussi bien dans ce que je lis que dans ce que j'écris, puisque j'en suis peut-être à mon 3e ou 4e huis clos d'une certaine façon, mais les huis clos, ils peuvent être parfois se passer même dans des endroits très agréables. Il se trouve que moi, les miens, ils sont dans quand même des contextes extrêmes et hostiles. Je pense notamment à quand même, on l'appelle la reine du polar, Agatha Christie. Ces romans n'étaient autres que des huis clos pratiquement. Pareil, j'ai pas lu non plus tous ces romans, mais en tout cas les plus connus. Elle avait cet art du huis clos justement. Donc Sandrine Collette aussi. Dans ses romans, il y a le huis clos. Donc, eh bien là, on est tout à fait, voilà, on se rejoint complètement. Et le huis clos, d'ailleurs, alors, une question pour tous les deux, mais ça révèle aussi la nature humaine, profondément les instincts qui pourraient être associés à des animaux. En fait, c'est nous, dans un contexte de huis clos. Peut-être que le confinement aussi a révélé ces choses-là. Peut-être Sonia d'abord, mais cette idée de l'humain qui se révèle à travers le huis clos, c'est quelque chose qui vous parle? Complètement, puisque en fait, je l'ai traité aussi dans Boréal, dans cette base arctique. On se dit, c'est dans un contexte très hostile, des températures vraiment excessivement basses, des vents catabatiques, etc. Mais finalement, est-ce que cet environnement hostile est pire que ce qui se passe au niveau humain? Voilà. Et que cet environnement est aussi la vie
en huis clos et en petite communauté peut révéler également chez l'être humain. Mais on ne peut pas faire sans le background de chacun aussi, le passé, le présent, ce qui est arrivé aussi à chacun. Et tout ça, ça va se heurter à un moment donné. Moi, je fais une métaphore un peu avec l'humain qui est un voyage aussi à lui tout seul, un paysage, et un paysage extrêmement avec du relief, extrêmement cabossé, avec des failles, c'est très géologique finalement, l'âme humaine. Et c'est récurrent dans mes romans, dans Le Dernier Chant, il y a d'une certaine façon un huis clos aussi, puisqu'il y a une équipe qui va partir sur les traces du bruit. Là, je pense que vous pouvez vous rejoindre tous les deux sur l'idée du huis clos et de l'âme humaine qui est révélée. Je voulais vous entendre aussi, Nan, sur cette question-là. La question du huis clos. Et alors surtout de ce que ça révèle de nos humanités. Ah bah bien sûr. Vous savez, moi j'ai décidé d'écrire un roman noir. Donc, le roman noir, il y a eu des codes terribles qui ont été posés, justement, où on doit pas, etc., etc., etc. Et je me suis inscrit dans cette lignée des romans noirs des années 50. Goodies, Thompson, etc. Hein, voilà. Donc j'avais quand même des choses que je me devais de respecter par rapport aux auteurs que j'aime, hein, bien sûr, que je respecte énormément et qui ont fait bien mieux que moi, notamment Steinbeck avec Des souris et des hommes. C'est pas un huis clos, mais c'est un roman extraordinaire. Bon, il a jamais travaillé dans les fermes, hein, Steinbeck, mais on y est, quoi, avec lui, etc. Donc moi, je me tenais à certains codes comme ça où vous savez, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la tragédie grecque, c'est vrai, le roman noir, il a une fonction vraiment réelle de catharsis. Hein, donc ça, c'est réel, c'est connu, c'est réputé comme la tragédie grecque. Donc ça m'intéresse, moi, quand j'écris un livre, parce que au moins, je peux être peut-être utile à quelques personnes qui s'identifieront au personnage et iront mieux après en ayant défoulé leurs instincts primitifs terribles, puisqu'on a tous des criminels en nous, hein, c'est connu. Donc voilà, donc le roman noir sert un peu à ça. Donc je suis resté dans cette tradition d'une certaine façon. Et le huis clos permet justement vraiment Alors vous savez le développement des instincts les plus durs, les plus difficiles, c'est-à-dire le roman noir, on dit toujours, mais peut-être que c'est pas vrai partout, mais c'est surtout le sexe, l'argent et la mort. Hein. Donc moi il y a le sexe et la mort bien sûr dans le roman et l'argent aussi à un moment donné. Donc voilà, ce sont des thèmes qui sont très profonds, qui jouent sur la catharsis justement. Je pense pas qu'on puisse y échapper quand on se donne pour but d'écrire un roman noir, en plus en référence à tous les auteurs que j'aime. C'était ça, hein, mon but quelque part. Et en essayant d'apporter ma petite touche personnelle, je ne sais pas si j'ai réussi ou pas. Ça, c'est les lecteurs qui le diront, hein, et les critiques justement. Donc le huis clos s'y prête parfaitement parce que là les instincts, notamment l'instinct sexuel quand il y a 3 hommes et une femme enfermés pendant une tempête terrible, une tempête de niveau 7, hein, et qui a rien d'autre à faire que de se bouffer le nez tous les 4, voilà. Donc ça s'y prêtait vraiment 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 bien. Et alors on ne sent pas pour tous les deux un immense optimisme quant à la nature humaine? Ah oui, la nature humaine. Bah, la nature humaine, je la connais mal. Je me connais mal moi-même. J'ai beaucoup de mal à me connaître. Je connais ses mauvais aspects. J'ai rencontré des hommes extraordinaires. Donc, je connais ses bons côtés. J'ai vu souvent, surtout, vous savez, Arthur Koestler, il dit une chose extraordinaire sur le roman. Il dit, il disait, il est mort le pauvre, moi, quand je lis un roman, ce que je cherche, c'est l'écho de la solitude de l'auteur et la profondeur de son désespoir. Donc, moi, j'écris pour des gens comme ça, j'écris pour des morts. Donc, moi, j'ai pas de désespoir, par contre, mais j'ai plutôt un grand désarroi par rapport à la bêtise humaine que j'ai rencontrée souvent partout depuis l'enfance et qui m'a vraiment, vraiment désolé. Voilà, mon livre est plein de désarroi sur la bêtise humaine. C'est le cas aussi dans votre roman, Sonia. Je dirais la dénature humaine, d'une certaine façon. Bon, mes romans sont sombres.
Je dois flirter avec le roman noir aussi, puisqu'il y a les 3 aspects dans mes romans, souvent. Justement, sexe, argent, et puis... La mort. La mort. La mort. J'ai du mal à prononcer le mot. Hein. J'ai du mal avec la mort. C'est pour ça que, d'ailleurs, je m'y confronte dans mes romans, parce que je crois que c'est ma peur la pire, enfin voilà, la plus vive, la mort. C'est elle surtout qui est présente en fait. Et j'ai autant foi en l'être humain que finalement de déception. Mais j'oublie pas que par exemple, et ça on peut le comparer aussi à certains animaux de meute, hein, l'humain, pris tout seul, il peut être totalement différent dans sa dimension collective. Voilà, une foule peut, dans une sorte de délire, voilà, et de folie meurtrière. Évidemment, il y a des assassins qui commettent des crimes en solitaire, bien sûr. Mais voilà, moi, ce qui va peut-être encore plus m'angoisser, ça va être cette folie qui va se déchaîner dans la collectivité, dans la masse. Voilà. Donc, je pense que l'être humain est capable, bon, c'est un peu banal de dire ça, c'est un lieu commun, mais du pire comme du meilleur. Et c'est ce qui fait justement tout son intérêt et toute sa richesse. En revanche, les animaux ne vont pas avoir cette capable du pire comme du meilleur, parce qu'il va pas y avoir d'intention. Et moi, justement, ce que j'essaye de montrer dans le dernier chant, je sais pas je veux pas trop intellectualiser non plus. Je suis désolée, moi, je viens d'une famille d'intellos. Voilà, mon père était philosophe. Parfois, ça ressort. J'y peux rien. J'ai aussi peut-être des petits défauts de fabrication ou en tout cas des formations. Voilà. Mais Descartes, je pense donc je suis. Je trouve que ça colle pas du tout à l'humain. C'est l'animal qui est beaucoup plus que l'humain. Et en fait, l'humain, c'est, je pense, donc je me perds plutôt. Donc je ne suis pas. Parce que l'être vivant qui est le plus dans le temps présent, qui concentre passé, présent, futur, c'est l'animal. Il est l'instant, il est, tout simplement. Alors que nous, on est loin d'être. Mais alors, je vous reprends un tout petit peu sur ce que vous disiez sur la masse, avec tous ces aspects négatifs, et de la meute aussi, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur d'autres choses comme ça. Et pourtant, dans votre roman, il y a tout de même l'idée du groupe. Je le disais un peu en intro, elle commence, Shan, l'héroïne de votre roman, elle commence à enquêter seule, elle est assez vite désemparée, on s'attaque aussi à elle, et il y a une espèce de solution dans le groupe. C'est quelque chose qui vous intéresse tout de même, cette idée de bienfait collectif? Alors, je me fais un petit peu violence, peut-être, hein, parce que moi, je fuis tout ce qui est collectif. Je suis un ours, justement, d'une certaine façon, mais et ça m'intéresse malgré tout de voir comment, en équipe, on peut arriver à des choses fabuleuses. Voilà. Soudés, partageant les mêmes convictions, le même enthousiasme, on peut soulever des montagnes en équipe. Ce que moi j'ai du mal à faire. Donc voilà, ça m'a intéressé aussi de travailler ça. Et puis donc toujours ce fameux huis clos malgré tout. Et bon, en revanche, l'équipe, si elle est engagée, soudée et par les mêmes convictions, dans mes romans, elle ne reste jamais entière longtemps. Et dans votre roman, Nan, il y a cette idée au début, ça commence, Dan, il fait partie d'une équipe, ils sont deux, ils sont en duo pour gérer leur équipée de guides de montagne. Et pourtant, on a l'impression qu'ils sont toujours seuls. Le héros, Dan, il est seul, quoi qu'il arrive. Oui, je suis pour l'éloge de la solitude. Alors, je suis tout à fait d'accord sur les foules. Carl Gustav Jung disait une chose très bien, il disait que dès l'instant que les gens sont de plus en plus nombreux, le niveau mental s'abaisse de plus en plus. Donc on a déjà vu des paniques de foule terribles où les gens écrasent les enfants et tout ça pour se sauver. Donc c'est vrai que la foule me
me fait pas peur. Moi, je l'évite. J'ai toujours vécu seul. Je suis un solitaire. J'aime ma solitude. Je la partage bien sûr parfois, mais je trouve que seul, on peut se concentrer, on peut faire des choses extraordinaires. On n'embête personne déjà. Et la solitude est très bonne, mais il faut savoir la vivre. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas vivre seuls. J'en connais plein. Et ça, c'est malheureux. Donc, effectivement, mes deux personnages, enfin, il y a 5 personnages quand même, hein, donc, sont tous quelque part, sauf les 2 flics et dont la femme flic, qui sont des jeunes gens dans la police montée, qui ne sont pas des solitaires. Mais mes 2 personnages principaux qui organisent les treks et les safaris photos dans les Rocheuses pour photographier les animaux sauvages, eux sont des solitaires qui ont réussi à monter une petite affaire à 2, mais quand même ils se tiennent chacun dans le silence. Ce sont des taiseux, hein, qui parlent que des choses essentielles, qui ne font pas de philosophie, qui sont des gens tout à fait ordinaires, qui ont trouvé après de multiples galères dans les villes, puisque ce sont des gens qui étaient dans les villes avant, et qui ont trouvé comme solution pour vivre bien de s'isoler à 2200 mètres d'altitude en recevant des clients et en étant en but à la nature sauvage et aux animaux. Voilà, moi je suis pour... je pense que les gens devraient se former. J'ai été formé très tôt à la solitude, j'ai passé toute ma jeunesse en prison. Donc j'ai cette chance. Le confinement m'a fait comme de l'eau sur les plumes d'un canard, contre rien du tout. Donc voilà, j'ai écrit un petit livre d'ailleurs qui s'appelle L'éloge de ma solitude, qui n'est pas paru, que j'ai pas donné à lire encore. Qui va paraître? Ben, je sais pas si je le donnerai à lire. Alors ça m'intéresserait beaucoup parce que, par exemple, dans ma famille, j'ai été confrontée aux 2 extrêmes. Mon père qui était vraiment voilà, un solitaire, et je tends justement à ça. J'ai toujours voulu, parce que d'un autre côté, ma mère qui est incapable de vivre seule, malheureusement elle l'est depuis quelques années, et ça a été le même genre d'angoisse que la mort, à la limite, hein, la solitude. Donc c'est aussi un thème récurrent dans mes romans, sauf que, effectivement, parfois on peut être dans une prison, je veux dire matérielle, avec des barreaux véritables, des murs véritables, et on peut aussi être dans une prison virtuelle, qui est soi-même aussi. Une prison invisible, tout ce qu'on s'érige aussi autour de nous. Enfin voilà, et c'est ça qui m'intéresse également. Pourquoi cette peur de la solitude? Pourquoi mais là, on peut aussi entrer dans la psy, puisque justement, il était question de Jung il y a quelques instants. Et la solitude est un grand débat, vaste débat, et Éloge de la solitude, ça me parle bien, parce que aujourd'hui, la solitude fait des ravages aussi. Bon, voilà, on le voit chez les personnes âgées, etc., mais surtout chez les personnes qui n'ont pas été armées contre ça, et habituées, et qui ne savent pas vivre seules. On le voit aussi effectivement avec les étudiants aujourd'hui dont la vie a été, une partie de la vie a été coupée par... Et aujourd'hui, notamment avec le confinement et tout cet isolement, bien sûr. Et je vais vous sortir une petite anecdote quand même, je vous en prie. pour un peu d'humour. Il y a quelques années, j'ai rencontré dans le quartier de mon enfance, dans le 20e, un ami de l'époque où j'étais voyou, qui venait de faire 15 ans. Et donc j'ai été boire un verre avec lui. Et je lui ai dit, comment ça va, tu vas bien? Et il m'a dit une chose que je trouve dingue. Il m'a dit, tu sais, j'étais plus libre dans ma cellule. Ce serait voilà, tirez-en les conclusions. Ce serait un magnifique mot de la fin pour cette rencontre. C'est une très belle anecdote. Peut-être juste encore pour terminer, en encore quelques minutes, peut-être sur... Est-ce que c'est la nature qui aura le dernier mot, Sonia? C'est un peu un des thèmes aussi de votre roman, sans trop en dévoiler non plus. Mais la nature aura le dernier mot sur l'humanité, ou est-ce que c'est l'humain qui restera toujours surpuissant? Alors si c'est une question d'ordre général de ce que je pense
Bon, je peux répondre. Sinon, si c'est par rapport à mon roman, Dans l'absolu? je vais pas répondre, évidemment, puisque je donnerai un gros élément, on va dire, voilà, de la fin. Bon, ce que je pense, c'est pas forcément ce qui est dans mon roman, hein, je précise. Je pense que oui, la nature aura le mot de la fin, aura le dernier mot, et heureusement. On voit malgré tout, puisqu'on s'intéresse, et je m'intéresse aussi parce que l'astrophysique et les planètes me passionnent. J'ai un télescope, j'observe. Mars fait l'actualité en ce moment, à part le voyage de Thomas Pesquet. Huis clos, sacré huis clos aussi, hein, là-haut. Et Mars, on découvre de plus en plus en ce moment géologiquement, ce qu'il y a sur Mars, etc. Et c'est peut-être Mars représente l'avenir de la Terre. Donc je dis, la nature aura, quoi qu'il en soit, le dernier mot. Oui. Parce qu'on peut voir que Mars n'est plus vraiment habité en ce moment, quoi. Enfin, depuis, d'ailleurs, des millions d'années. Nan, peut-être pour répondre à cette question, ou peut-être même sur une morale qu'on pourrait... en tout cas, c'est comme ça que j'ai pris le roman. La morale du roman, c'est que finalement, ces deux personnages, ils vont dans la nature pour revivre, et finalement, on n'échappe pas à ces tourments. Vous savez, la nature, elle en a strictement rien à faire de nous, fondamentalement. On n'est peut-être qu'une anecdote. Moi, je suis très content de vivre, j'en profite, je fais ma vie. Mais je pense que tout ça la vie humaine n'est qu'une anecdote dans tout ça. La pensée, c'est joli, c'est vrai, c'est beau, c'est fascinant quelque part. Maintenant, c'est tellement immense tout ça que l'astrophysique, tout ça, on sait qu'on n'y comprend rien, que le temps n'est pas ce qu'on croit, que on est bourré d'illusions. Par exemple, on croit aux couleurs, mais en fait, la matière n'a pas de couleur. Ce sont simplement des ondes que nous traduisons. Par exemple, l'onde du vert, c'est une certaine longueur d'onde. Le cerveau le traduit en vert, mais c'est pas vert du tout. C'est incolore, la matière. Donc, vous voyez, donc on est bourré d'illusions à plein de niveaux. Le cerveau nous ment. Donc, il y a encore plein de choses à se découvrir à ce niveau-là. Je sais pas où ça va, personne peut le dire. Je trouve qu'on fait beaucoup de bêtises, l'homme est stupide. Je pense qu'il est resté à un niveau mental très bas. Les gens qui manipulent les foules les font régresser, donc ça n'avance pas de plein de niveaux. Moi je suis ni optimiste ni pessimiste. Je suppose, vu l'immensité du cosmos, vu ce qu'on ignore, vu les trous noirs, vu tout ça qu'on a découvert qui peut nous rendre fous, je pense qu'on n'a aucune importance dans tout ça et qu'on fait que des bêtises. Voilà. Alors nous, on n'a aucune importance, mais les livres en ont une. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette rencontre. Alors le dernier chant, c'est votre dernier roman chez De Noël, Sonia Delzongle. Un des précédents, c'était Boréal, publié aussi chez De Noël et disponible chez Folio Policier. Nan, merci beaucoup. Nano Rousseau, oui. Votre roman, il s'appelle Grizzly et il est publié chez Bûcher-Chastel. Merci beaucoup et on vous retrouvera peut-être pour votre guide de la solitude. L'éloge de la solitude. On verra bien. Merci beaucoup en tout cas de l'entretien. Hein. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à la KBR de nous avoir accueillis. Merci à la régie et à la Foire du Livre. Et à très vite.